tout le monde, comme promis, une petite visite d'une mine. Donc on va se faire Guitgoub et Saint-Jacques qui sont datés du XVIe siècle. On va tout faire pour pas se paumer et dès qu'on croise des vestiges intéressants, on va zoomer dessus un peu. Voilà. À plus tard. Puisque la qualité du son est dégueulasse sur la GoPro, j'ai pris le relais en voix off. Je voulais pas commencer dans la mine directement, donc on est accompagné de Joseph, de Antonin et de Paul. Là on est en train de suivre le chemin que prenaient les mineurs du 16e pour accéder à l'entrée de cette mine. Donc c'est un petit peu galère, il faut grimper en montagne, c'est un peu chiant avec le matos et tout, mais ça nous permet de nous rendre compte du chemin qu'avaient à parcourir les mineurs de l'époque. Donc ici, cette entrée de mine qui est ouverte, hein, tout simplement. La qualité de l'image n'est pas exceptionnelle parce que au niveau de l'éclairage c'est un peu dur à gérer, la surexposition en souterrain. Petit point, on est sur une mine qui est sur filon direct, donc c'est une galerie dans laquelle on suit le filon de minerai. Donc tous les passages où il n'y a pas de minerai intéressant, on ne s'est pas embêté à surcreuser. Là on a un Hornstadt, qui est une extension de la galerie, de façon à pouvoir placer un treuil qui permet de descendre des seaux, de descendre du matériel et de remonter surtout du minerai qui sera destiné au traitement, à la fonte, et donc ça nous prouve bien qu'on est sur une galerie sur filon direct. Antonin nous a montré quelques traces de pointerolles, on en reverra tout à l'heure. Là on n'avait pas trop le temps de s'arrêter, puis c'est que le début. Donc on est sur une mine typiquement 16e, donc là vous avez un profil qu'on appelle en ogive tronqué, ça fait un peu une forme d'ogive, sauf que le plafond est droit. Ça c'est un dépilage, donc un dépilage c'est une zone dans laquelle il y avait du minerai, et les mineurs ont tout tapé, tout simplement parce que il fallait récupérer le minerai pour le faire fondre ensuite. Et cette mine, donc je vous l'ai dit, est sur filon direct, du coup, des dépilages, il y en a beaucoup. Là-haut, on doit avoir un puits d'aérage, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, et la mine continue tranquillement. Un nouveau dépilage, voilà, tout ça, on suit un dépilage. Là, de nouveau, on a un Hornstadt, un petit peu plus grand que le précédent. Ici, vous pouvez voir une galerie de recherche. Là. Par moment, les mineurs se disaient peut-être que le filon part dans ce côté-là, donc on va faire une petite galerie de recherche. Vous pouvez le voir avec mon bras, ça fait la largeur de mon bras et puis un peu plus haut en hauteur. Et là-dedans, on met une personne. Donc quand je vous dis que dans les couloirs de la Grande Pyramide, on peut passer à 3 ouvriers de front sans problème, je crois que là c'est la preuve. Donc Jacques, n'hésite pas, si tu regardes la vidéo, dis-moi si c'est plus serré ou pas dans la pyramide. Donc là vous voyez, il y a plusieurs galeries qui partent un peu dans tous les sens. C'est probablement une zone dans laquelle on s'est demandé par où partait le filon exactement, où on a tenté de trouver un peu plus de filon, et là on arrive sur un puits. Je vous parlais des traces de pointerolles tout à l'heure, et ça c'est des traces de pointerolles. Toutes les lignes, c'est des traces de pointerolles. Donc la pointerolle, c'est un petit marteau à pointe qu'on pose sur la paroi et on tape dessus avec une masse, avec un marteau, de façon à ce que la pointe crée ce genre de rainure. Là on a une galerie qui est parallèle à celle dans laquelle on est. Donc là-bas vous avez une autre galerie qui continue, vous avez une autre galerie en face. Et voilà, on balance la corde et c'est parti. Polo part en premier parce que c'est lui qui connaît très bien. Ce puits dans lequel Polo est en train de descendre, on va y aller nous aussi, juste après. Il y a un petit peu de profondeur, je crois que celui-là il doit être 17-20 mètres je crois. Ah, donc Polo fait une petite pause histoire de me dire ouais Dari, là il y a quelques traces intéressantes à voir, vous verrez qu'on va y descendre juste après.
On est équipé. Et puis bah là ça va être le moment de descendre. Alors je vais pas descendre aussi vite que Polo. Déjà parce que faire de la corde c'est pas le truc que je préfère au monde. Et puis j'ai pris mon temps. Histoire de pouvoir vous montrer les traces qu'on va croiser. Donc je vais laisser passer la descente tranquillement. Et puis la corde est super sèche. Du coup ça glisse vraiment super mal dans le descendeur. C'est pas les meilleures conditions de descente et ça descend par à coups, c'est pas du tout fluide. Mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Voilà, je prends un petit peu de distance pour essayer de repérer des traces. Alors de temps en temps, voilà, hein, j'avais pas prévu de cadrer ça en mode très contemplatif. Donc je regarde parfois très vite à droite et à gauche pour repérer moi les traces. Et désolé si ça vous paraît flou, mais quand il y a des vraies choses à montrer, voilà, je m'arrête dessus, il n'y a pas de souci. Là on en voit juste en face de nous, là, juste en face de moi, on voit des traces de pointerolles dans le puits. Je me demande s'il n'y en a pas des plus intéressantes à voir juste derrière. Là, on en a juste sous mes pieds, là, juste en face, voilà, je vous les montre. Ça, c'est des traces de pointerolles. Donc c'est la tête de la pointerole, la pointe qui était posée, on tape dessus avec le marteau et on fait des rainures comme ça. Les mineurs dans ces mines avançaient de 1 mètre par semaine, en moyenne. Donc c'est un rythme de travail qui est quand même assez particulier. Et donc on continue à descendre dans le puits. Alors petit point sécurité sur la spéléo, vous le voyez, je fais beaucoup de buée. En sous terre, on se déshydrate extrêmement vite. Il y a beaucoup de buée, hein. C'est pas parce qu'il fait extrêmement froid, parce que là on est à 10-12 degrés, donc c'est pas énorme. Mais on perd vraiment beaucoup d'eau. Donc si vous partez sous terre, pensez bien à vous hydrater, c'est très important. Là j'ai dû faire à peu près les 2 tiers du puits, il y a une petite étroiture, un resserrement du puits, et on voit bien toutes les traces de pointerolles autour. Du point de vue archéologique, ce passage est vraiment intéressant, parce qu'on voit bien les traces d'outils. Et la trace d'outils va nous renseigner sur le geste. Après les outils on les connaît, parce que c'est représenté dans les gravures de la Renaissance, mais là, d'avoir les traces des outils, c'est vraiment très intéressant pour l'archéologue. Quand vous voyez des trous dans la paroi, c'est que on a des ex-encoches de poutres qui permettaient, on mettait juste des poutres dans le puits histoire de faire des paliers. Il faut vous rendre compte que les mineurs descendaient pas le puits d'une seule traite comme ça avec une corde, mais il y avait un genre d'échafaudage à l'intérieur avec des paliers pour que les gars puissent descendre tranquillement. Et là, vous avez donc 2 dépilages qui se rencontrent, 2 mines qui se rencontrent. Et c'est pour ça que ça fait des grands espaces vides, mais c'est juste... là, à l'époque, il y avait du minerai. Et donc les mineurs ont tapé tout le minerai qui pouvait sortir. Et c'est pour ça que du minerai en place, on n'en trouve plus dans ces mines actuellement. Nous, on va aller à gauche parce que ça nous mène vers Saint-Jacques.
À droite, on a le réseau de Gift Group, mais qui est très casse-gueule parce que les déblais ont été balancés un peu n'importe comment par les mineurs de la Renaissance. Donc nous, on va plutôt aller vers Saint-Jacques, donc le réseau à gauche, fatalement. Donc ici, on se trouve en présence de ce qu'on peut retrouver assez facilement dans ce genre de mine. On a du bois qui est calé entre les deux parois de la faille, de façon à poser des planches dessus, par exemple, pour aider au déplacement, ou alors juste pour entreposer du matériel, hein, tout simplement. Alors c'est pas du tout des cales de sécurité. Si vous enlevez le bois, la montagne ne tombe pas. C'est pas du tout le but de ce genre d'aménagement. C'est vraiment fait pour le déplacement et puis le côté pratique du travail, quoi. Donc là, on se retrouve dans une nouvelle galerie. Donc, on prend à droite parce qu'à gauche, ça nous mène nulle part. Enfin, ça nous mène nulle part. Ça nous mène pas à la sortie, donc ça nous intéresse moins. Donc vous pouvez voir, il y a pas mal de traces de pointerolles encore. Je crois qu'au plafond, il y en a des belles aussi. Voilà, là on a des très belles traces de pointerolles sur tout le plafond. Et la galerie est un petit peu plus haute que tout à l'heure. Et tout simplement parce que là, on va arriver à des zones qui ont été retapées à l'explosif. En suivant cette galerie, on arrive sur un nouveau puits. Alors un petit puits qui doit faire 6-8 mètres de profondeur grand maximum. Et donc ce puits, bah, il y avait un aménagement, des échafaudages pour laisser descendre les mineurs, et puis un treuil pour descendre les seaux dans lesquels on mettait du minerai, tout simplement. Donc là je continue, Polo me laisse passer devant. Je vais continuer tranquillement avec cette galerie qui se rétrécit un petit peu, hein. Désolé pour ceux qui seraient claustrophobes. Là, la corde signale qu'on arrive près d'un nouveau puits, avec un gros dépilage au-dessus du puits. Donc ce puits-là est un petit peu plus profond, voire beaucoup plus. Et il remonte, on est vraiment sur un dépilage, et tout au-dessus de nous, vous voyez, il y a des grands espaces. Tout ça, c'était comblé de minerais de plomb argentifère, et ça a été vidé par les mineurs. Donc il y a un second puits juste derrière. Donc là, on est vraiment dans une mine Gift Group qui était très riche en argent. C'était pas forcément la plus riche de la vallée, mais elle était... on voit que l'activité a été relativement intense. Donc ici, une galerie au-dessus, une galerie en dessous. Donc faut vous imaginer qu'à l'époque, tout ça c'était comblé par du minerai. Donc les gars attaquaient du haut vers le bas. Donc la galerie qu'on a vue au-dessus, elle a été vidée avant que cette galerie ici soit créée. Pour des raisons pratiques, tout simplement. Donc là, petit espace pas mal comblé avec du déblai, de la roche qui se casse la gueule pendant l'année. Donc petit instant ramping. C'est pas le pire qu'on va trouver. Et pourquoi est-ce qu'il y a des déblais? Tout simplement parce que ce que je vous montre là, l'espèce de trait, c'est un trou de fleuret. Et donc le trou de fleuret, c'est une trace d'outil très représentatif de l'usage de l'explosif. Donc il n'y a pas de dynamite à l'époque, mais on utilise la poudre noire. Et cette année, on fête les 400 ans de la première utilisation de poudre noire dans les mines des Vosges. Et vous voyez ces longues rainures sur lesquelles je vais zoomer. Voilà, ça c'est des rainures dans lesquelles, en fait, donc c'est un trou de fleuret. Donc on prend le fleuret, on perce la paroi tranquillement parce que ça prend pas mal de temps. Ensuite, on met la poudre à l'intérieur et on se met loin et on allume. Ce qui fait que ça permet d'ouvrir des galeries alors qui sont beaucoup moins propres que les galeries dans lesquelles on était avant. Si vous vous souvenez des galeries du début de cette vidéo en forme d'ogive tronquée, elles sont vraiment propres, c'est très caractéristique. Là, la galerie est beaucoup plus chaotique, mais on est sur un dépilage, et à partir du moment où les mineurs gèrent l'explosif, disons que c'est plus simple.
de faire exploser des parties de galeries pour récupérer du minerai plus facilement que au marteau à la pointe-rolle à 1 mètre par semaine. Donc ce très grand dépilage, Polo m'a laissé passer devant pour que je puisse faire de belles images, parce que comme vous l'avez vu, c'était un petit peu serré. Le souci, c'est que je ne connais pas la route, donc il faut que je laisse Polo vérifier, et là, Polo va monter. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette vidéo, où je vais devoir me mettre à faire de l'opposition. Petit spoiler, je vais en chier. A très vite.